fait partie de la semaine pour l'immunisation. Très bientôt, vous pourrez poser vos questions à ces experts sur l'immunisation. Pour poser vos questions, veuillez vous rendre à un micro. Il y en a 2 dans la salle. Et si vous êtes à immunisation.ca, vous pouvez toujours poser vos questions par Twitter. Envoyez-nous votre question à immunize.docca avec le mot clic MIW 2016. Nous transmettons également en français, donc vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix. Et on répondra à vos questions en anglais et en français. Alors, on commence. La modératrice ce matin est la Dr Noni McDonald. Elle est professeure en pédiatrie et en maladies infectieuses à l'Université Dalhousie et au Centre de soins de santé IWK de Halifax, Canada. Elle a été doyenne de la faculté de médecine de Dalhousie, la première femme à occuper ce poste au Canada. Les vaccins sont parmi les principaux sujets d'intérêt, dont l'atténuation de la douleur, la sensibilisation et les politiques vaccinales, surtout grâce à son travail avec l'Organisation mondiale de la santé et le Health Policy and Translation Group. Alors, accueillons, s'il vous plaît, la docteure Noni McDonald. Merci, je suis ravie d'être ici pour ouvrir cet échange ce matin. Je vais faire une petite introduction, puis je vous présenterai les panélistes et ensuite nous passerons aux questions. J'espère que vous serez nombreux à en poser. Alors, je n'ai rien à déclarer d'intérêt financier, sinon que je fais des consultations pour l'Organisation mondiale de la santé. Et ma plus importante divulgation, c'est que je crois que les vaccins sont sans danger et efficaces et que les maladies graves peuvent être contractées quand on n'est pas immunisé. Voici une carte qu'il y avait dans le Huffington Post en 2015. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Vous pouvez la retrouver sur Google. Vous pouvez voir que le Canada, ici, ce sont toutes les maladies évitables de 2000 à 2015. Et vous voyez que le Canada n'est pas à l'abri. Nous avons encore beaucoup d'éclosions de rougeole. Et ça ne devrait pas être ainsi. Il est important que les gens comprennent que l'immunisation sauve des vies. Et une bonne immunisation est nécessaire pour y arriver. Tout le monde dans la collectivité doit être immunisé. Où s'inscrit le Canada? Eh bien, ça va, mais nous pourrions faire beaucoup mieux. D'après les données du rapport de l'UNICEF en 2013, on dit que le Canada se classe au 28e rang sur 29 parmi les pays à revenus élevés. On ne peut contredire cette information puisque nous n'avons aucun registre ici des personnes qui sont immunisées ou non. Alors peut-être que nous faisons un peu mieux que ce rang, mais peut-être pas. Alors, il y a des pays qui sont à 96-97 Nous sommes loin de cela. Comparé au Royaume-Uni, vous voyez 96 les États-Unis 93 l'Australie 93 Nous devrions être à ce niveau aussi. Nous sommes seulement un des 3 pays qui a un taux de moins de 90 Voici le Canada tout en bas du graphique, encerclé en rouge. Et regardez, nous sommes loin du sommet. Et il y a tellement d'autres pays devant nous. Je pense qu'on devrait faire mieux que la Hongrie, que la Grèce. Nous devrions faire mieux. Et je pense que nous le pouvons. Il faut simplement trouver moyen d'y arriver. Alors, pourquoi les Canadiens ne se font pas vacciner? Pour toutes sortes de raisons. Nous savons que 80 des gens le font, mais il y en a qui pensent que les vaccins ne sont pas efficaces, qu'ils sont dangereux ou que la vaccination affaiblit le système immunitaire. Et si la maladie n'est pas répandue, pourquoi se faire vacciner? C'est le genre de questions et de préoccupations que l'on retrouve parmi le public. Voici donc le problème que l'on voit non seulement au Canada, mais dans d'autres pays à revenus moyens et élevés. Ça s'appelle l'hésitation face à la vaccination. Et il y en a qui s'inquiètent tellement de cela qu'un groupe de travail a été constitué pour élaborer un rapport pour contrer ce problème. Et je faisais partie de ce groupe de travail. Alors, vous voyez ici que l'hésitation à la vaccination se traduit l'acceptation tardive ou le refus de la vaccination malgré la disponibilité des services de vaccination.
Alors, c'est complexe et c'est lié au contexte et tout cela varie selon le moment, le lieu et les vaccins. Ce n'est pas la même chose pour MMR et HPV. Ça varie selon le vaccin. Dans le triangle, vous voyez que 80 des gens se font immuniser, mais même à l'intérieur de ces 80 il y a des gens qui ne croient pas vraiment au vaccin. Et ensuite, il y a plus de doutes vers le haut du triangle et tout en haut, il y a une petite partie en haut de 1 à 2 qui sont contre les vaccins ou qui doutent sérieusement de leur efficacité et qu'on n'arrivera probablement pas à convaincre. Alors, comme on l'a dit, pourquoi en est-il ainsi? Les maladies n'ont pas disparu. La vaccination est aussi importante pour votre santé que le régime et l'exercice. Combien de fois vous l'a-t-on dit? La vaccination vous garde, vous et votre communauté, en santé en protégeant les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. Si vous avez une maladie chronique, la vaccination vous gardera en santé. C'est très important. Ces maladies sont ici. Elles ne disparaîtront pas simplement parce qu'il y a la vaccination, le tétanos. On ne pourra jamais s'en débarrasser. C'est dans le sol. C'est ici à tout jamais. Alors, comment les experts peuvent-ils aider? J'ai deux séries ici qui viennent de l'Association canadienne de pédiatrie au niveau de la communauté et des programmes et individuels. Donc, il faut collaborer, il faut identifier le problème également utiliser des stratégies connues pour accroître la prise de vaccins. Ensuite, le plan de communication est très important. Et moi, je suggérerais même qu'il nous faut éduquer les enfants et les adolescents sur la vaccination, de sorte qu'une fois adultes, ils comprendront ce qui est nécessaire. Et au niveau individuel, eh bien, le personnel soignant joue un rôle clé. Et il est très important que vous parliez aux familles. Et il nous faut également parler de l'atténuation de la douleur et renforcer l'importance de l'immunité communautaire. Donc, suite à cette diffusion, il y aura un sondage en ligne. Nous voudrions que vous y participiez pour que l'on comprenne mieux aussi pourquoi il y a tant d'hésitation. Alors, j'aimerais vous présenter maintenant les panélistes. Et si vous me permettez, Nicole Lesault. Elle est experte clinique de l'Institut de recherche au Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario et professeure agrégée à l'Université d'Ottawa. Elle fait partie du comité des maladies infectieuses. À côté d'elle, le Dr Alison McGeer, qui est spécialiste pour les adultes au Mount Sinai Hospital à Toronto et elle est membre du Conseil consultatif national sur l'immunisation et vient tout juste de quitter ce poste. Et enfin, le Dr Ian Gamble, qui est médecin hygiéniste de la santé publique à Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, et il s'occupe de santé publique depuis le début des années 80. Et il fait beaucoup de promotions pour l'immunisation. Il a déjà été président d'Immunisation Canada. Et maintenant, nous allons commencer avec les questions. Certaines ont déjà été envoyées par texto hier ou avant-hier. Alors, on commence par ces questions. Donc, une question qui est très intéressante ici. Il y a tellement d'informations sur l'Internet sur les risques de la vaccination. Comment puis-je savoir quelle information repose sur des faits? Comment puis-je le savoir si l'information est exacte? Docteur Lesault. Bon, il faut d'abord reconnaître qu'il y a beaucoup de mésinformations. Il faut dire clairement aux gens que 5 ou 10 minutes sur un site Internet, voyez-vous, si l'information est publiée par quelqu'un qui s'oppose au vaccin, c'est très facile de convaincre les gens que les vaccins ne fonctionnent pas. Et c'est très difficile de séparer les faits de la fiction. Alors, il nous faut, je pense, éduquer les patients, les parents, le public en général, les outiller pour qu'ils puissent connaître les faits scientifiques. Et je recommanderais certainement le livre Your Child's Best Shot de l'Association de pédiatrie, également le site Web de l'Association et le site Web de Santé publique Canada aussi. On y parle de l'efficacité des vaccins, de leur innocuité et, bien sûr, Immunisation Canada. Donc, il nous faut nous outiller d'abord comme professionnels de la santé et puis ensuite éduquer
le grand public pour qu'ils puissent poser des questions et qu'on puisse au moins leur faire comprendre que c'est vrai que c'est difficile de convaincre les gens aujourd'hui parce qu'on a accès à beaucoup de renseignements. Oui, et surtout, il y a beaucoup de bonnes choses dans l'Internet, mais beaucoup de mauvaises aussi, comme dans le monde. Il y a des sites qui peuvent paraître très solides, mais ce n'est pas toujours le cas. Le Dr Lesso a mentionné de très bons sites et il faut aussi avertir le public. Il y a bien des gens qui déguisent leur site comme donnant de l'information apparemment vraie, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il faut faire attention. Si vous faites une recherche sur Google du mot vaccination, par exemple, il y aura beaucoup de ces sites qui vont apparaître. Alors, soyez prudents. Alors, Immunisation Canada, je pense, est beaucoup mieux. Ensuite, il y a plusieurs de ces sites qui sont très sélectifs dans l'information qu'ils présentent. Donc, ils peuvent accroître, magnifier l'information incorrecte. Dr McGeer, chaque année, on dit que le vaccin contre la grippe ne fonctionne pas. Pourquoi devrais-je aller l'obtenir? Eh bien, nous lisons tous les mêmes reportages sur le fait que les vaccins ne fonctionnent pas. Eh bien, voilà pourquoi nous nous faisons vacciner. Nous, c'est parce que c'est la façon saine de vivre. C'est un choix sain. Voilà la réponse courte. Mais la réponse un peu plus longue, c'est que la grippe, c'est l'une des maladies les plus frustrantes parce qu'on se sent malade pendant quelques jours et après, on pense que ça ira mieux, mais finalement, c'est une maladie infectieuse qui cause beaucoup de décès au Canada. Et du côté vaccin, eh bien, c'est pas un très bon vaccin que nous avons, mais c'est quand même beaucoup mieux que rien. Et le docteur Grimmel a dit que les vaccins contre la grippe sont comme les téléphones à cadran. Ils ne fonctionnent pas aussi bien que le téléphone intelligent, mais on peut quand même téléphoner. Alors, c'est ça, le vaccin contre la grippe. Nous en avons besoin. Et nous avons besoin de ces anecdotes sur le fait que les vaccins ne fonctionnent pas, parce que comme cela, si on n'en parle pas, eh bien, nous ne pourrons pas développer de meilleurs vaccins. Nous ne ferons pas le travail qui nous permet. Il faut qu'on parle des problèmes pour qu'on développe de meilleurs vaccins. Mais en même temps, comme le téléphone à cadran, si c'est tout ce que l'on a, c'est mieux que rien. Oui, si vous avez déjà eu l'influenza, vous le savez. Moi, je me souviens fort bien. Les 2 ou 3 fois que j'ai été atteint, on disait que tout le monde devrait se faire vacciner pour prévenir la maladie. On a l'impression qu'on vient de se faire frapper par un camion, on a mal partout, mal à la gorge, enfin. Et qui plus est, c'est la fatigue qui dure pendant des semaines. Alors, si vous ne voulez pas vivre cela, c'est le vaccin contre la grippe qui est la meilleure façon de prévenir la maladie. Et en plus, pour ceux d'entre nous qui sont plus jeunes et plus en santé, les plus de 65 ans par exemple, ou les gens qui ont des conditions médicales, c'est une bonne façon de les protéger aussi, parce que si on fait immuniser suffisamment de gens l'année où le vaccin fonctionne bien, eh bien, il y aura moins de chances de voir se propager l'influenza. Et ceci est particulièrement utile pour les gens qui sont vulnérables et qui n'ont pas été vaccinés depuis longtemps pour toutes sortes de raisons. Et j'aimerais ici faire une petite annonce pour les enfants d'âge scolaire. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais les écoles, les enfants, en fait, sont l'épicentre de l'influenza. Si on peut empêcher la transmission de l'influenza dans les écoles en demandant à tout le monde de plus de 6 mois de se faire vacciner, eh bien, ces enfants, en étant protégés, ne pourront transmettre l'influenza à d'autres membres de la famille comme grand-maman, grand-papa, l'oncle malade ou leurs frères et sœurs. Alors, c'est donc essentiel que les enfants, surtout, soient vaccinés contre la grippe. En parlant d'enfants ici, nous avons une bonne question de quelqu'un qui parle d'une classe de 6e année en Saskatchewan. Pourquoi nous faisons-nous vacciner à une certaine période de l'année? Et ceci ressemble à une autre question qui vient de Fort Francis. On se demande pourquoi la 7e année a été choisie pour toutes sortes de vaccins en une année. Dr. Gamble, voulez-vous répondre à cela? Bien sûr.
La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux vaccins que l'on donne dans les écoles, en Ontario et dans d'autres provinces aussi, qui assurent une très bonne protection contre plusieurs maladies infectieuses comme l'hépatite B et d'autres maladies qui peuvent causer le cancer du col de l'utérus. D'abord, nous voulons intervenir pendant l'année scolaire et vacciner les enfants au bon moment. Par exemple, avec le HPV, on sait fort bien que avec l'horaire des écoles, parfois, on peut espacer les vaccins comme il se doit, parce que si on attend trop longtemps, ça ne va pas. Pour que cela corresponde à l'année scolaire, vraiment, il faut être très bien organisé et suivre le programme des écoles. Ensuite, nous voulons donner le vaccin pendant l'année scolaire, le plus tôt possible dans l'année scolaire, pour diverses raisons. D'abord, on sait que la réaction est souvent plus efficace et aussi, il faut être certain que les jeunes reçoivent le vaccin avant d'être exposés à la maladie ou aux virus qui peuvent causer la maladie. Alors, il faut donner ces vaccins plus tôt pour qu'ils soient vraiment efficaces. Et c'est parfois frustrant pour les parents, c'est vrai, parce que nous avons divers programmes de vaccination au pays qui varient d'une province à l'autre. Et ça, c'est parce que ces vaccins, enfin, les horaires, les calendriers sont conçus par les provinces. Alors, chaque province choisit son propre calendrier ou échéancier. Alors, ça peut compliquer la vie des parents parfois. Et comme on l'a dit déjà, ce serait bien d'avoir un registre national d'immunisation. Donc, lorsque des parents déménagent, par exemple, d'une province à une autre, nous saurons quel vaccin ils ont obtenu parce qu'il y aura un registre national. On n'aura pas besoin de faire des recherches. Et j'ajouterai à cela que si on va au site Immunisation Canada, il y a une appli qu'on peut télécharger, que les parents peuvent télécharger, et ils pourront suivre l'immunisation de leurs parents. Donc, quand vous déménagerez, vous saurez ce qui a été fait. Docteur Le Sceau, il y avait une autre partie à la question de Fort Francis. On dit que les jeunes adolescents peuvent être bien inquiets d'avoir trop de vaccins, plusieurs vaccins. Comment pourrait-on gérer cela? Oui. Les jeunes, parfois, quand ils sont en groupe, il y en a qui sont anxieux, qui sont craintifs, qui ont très peur. Parfois, l'angoisse est pire avant d'avoir le vaccin. Alors, il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées pour prévenir cette angoisse. Eh bien, des infirmières et des professionnels de la santé dans les écoles ont toutes sortes de moyens. Par exemple, il y a des façons psychologiques aussi d'en parler. L'angoisse peut être atténuée quand on parle pendant qu'on donne le vaccin pour faire une distraction. Il y a des jeunes aussi qui parfois s'évanouissent, mais on peut leur demander de se raidir un peu pour prévenir l'évanouissement. Enfin, il y a toutes sortes de façons. Et ceci dit, l'Association médicale à Toronto, par exemple, a 2 publications sur l'atténuation de la douleur lors de l'immunisation. Alors, ça, c'est un petit peu différent chez les adolescents qu'avec les enfants, mais il y a toutes sortes de solutions qui existent pour atténuer, réduire les possibilités d'évanouissement chez l'adolescent. Et dans plusieurs cliniques de santé des écoles, si un enfant est particulièrement angoissé, généralement, on les amène dans une salle à part pour les vacciner séparément. Et parfois, cette intimité fonctionne bien parce que quand on est un grand sportif, par exemple, on ne voudrait pas être vu s'évanouissant ou paraissant différent des autres. Alors, il faut répondre aux besoins des enfants d'école de notre mieux. Nouvelle question qui vient d'arriver pour vous, Dr. McGeer. Pour les adultes, quelles sont les plus importantes immunisations ou vaccinations qu'il faut obtenir? Combien de temps a-t-on? Réponse brève, s'il vous plaît. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles nous ne vaccinons pas autant d'adultes qu'on l'aimerait et moins d'adultes que d'enfants sont vaccinés. Et l'une des raisons, c'est que le programme d'immunisation des adultes est très compliqué.
Premièrement, nous sommes nombreux. Ensuite, il faut penser à l'âge des gens, à leur histoire médicale, leur profession, est-ce qu'ils voyagent ou non. Il n'y a pas de réponse simple. Comme adultes plus âgés, c'est-à-dire plus de 25 ans, c'est la grippe, l'infection pneumococcique, la rougeole. Alors voilà, ce sont les principaux vaccins. Après cela, la liste est longue et c'est difficile de le savoir. Alors, c'est pour cela qu'à Immunisation Canada, il n'y a pas de questionnaire à remplir. Oui, il y a un questionnaire à remplir. On vous demande ce que vous faites, si vous voyagez, et à la fin, on vous imprimera une liste des vaccins que vous devriez avoir, de sorte que la prochaine fois que vous irez chez le médecin de famille, vous pouvez apporter la feuille et commencer votre propre liste, si vous n'en avez pas, pour que vous sachiez que vous êtes à jour avec votre vaccination. Et avec le temps, il y aura de plus en plus de vaccins et ce que vous pouvez faire pour vous protéger deviendra de plus en plus compliqué. C'est pour cela que quand on a l'appli de Immunisation Canada, c'est une très bonne chose. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, la Dr Maggie, mais il est important aussi de savoir de connaître votre propre histoire vaccinale, parce que il faut que votre médecin vérifie tout le temps si vous êtes bien à jour dans votre vaccination. Il y a celui pour les adultes plus âgés, celui contre le zona, parce que le zona peut être une maladie débilitante qui est causée par le virus de la rougeole qui reste dans notre corps. Et des années plus tard, ce virus peut causer d'énormes douleurs et des ampoules également. Et le vaccin n'empêche pas nécessairement la transmission d'une personne à l'autre, parce que ce n'est pas un vaccin pour les maladies transmissibles. Mais je suis très heureux que la province d'où je viens, l'Ontario, vient d'annoncer un programme pour certaines tranches d'âge pour qu'ils reçoivent ce vaccin gratuitement. Et à cause de son efficacité à prévenir cette maladie très douloureuse et aussi parce que cela réduit les frais sur le système de santé. Deux nouvelles questions viennent d'arriver. L'une d'elles, je vais commencer à y répondre. Qu'arrive-t-il si vous n'êtes pas vacciné? Eh bien, le problème, c'est que la plupart des maladies que l'on peut prévenir par la vaccination, on ne peut pas les traiter. Donc, si vous avez la polio parce que vous n'êtes pas vacciné, eh bien, on ne peut pas réparer la paralysie dont vous souffrez. Personne ne le peut. Et si vous avez un problème, un trouble au cerveau parce que vous avez eu la rougeole, ça non plus, on ne peut pas le faire. C'est pour cela qu'il faut être immunisé. Et certaines de ces maladies sont incroyablement infectieuses, comme la rougeole. C'est pour ça, lorsqu'il y a eu une éclosion à Disneyland en 2015, on l'a vu venir au Canada, en Ontario, au Québec. Alors, on pouvait trouver les gens qui n'étaient pas immunisés et protégés et les vacciner. C'est la seule façon de prévenir ces maladies. C'est en étant immunisé, vacciné. Alors, même si la maladie semble être disparue, eh bien, elle est là qui vous attend. Enfin, oui, il faut toujours... toute la population doit être immunisée parce que sinon, comme l'a dit la Dr McDonald, ces maladies vont se représenter. On l'a vu en Grande-Bretagne. Quand un vaccin a été abandonné pendant un certain temps, il y a eu des morts causées par la maladie. Même chose quand on a eu l'association du vaccin avec l'autisme. On sait fort bien que ce n'est pas vrai. Le vaccin MMR ne cause pas l'autisme, mais au départ, il y a eu des morts au Royaume-Uni, en Irlande, parce que les parents avaient choisi de ne pas immuniser leur enfant. C'est tragique. Donc, il faut toujours rester sur ses gardes parce que les maladies vont réapparaître et on a beaucoup d'exemples de cela. Je pense que les gens qui pensent que, bon, il n'y a pas de maladie qui court, alors je n'ai pas besoin d'immuniser mes enfants. Et si on agit comme cela dans toute la collectivité, on se retrouvera dans l'eau chaude. Mais comme
fournisseurs de soins de santé, il est important de souligner, dans une perspective individuelle, pourquoi il est important de se faire vacciner, mais aussi sur le plan sociétal pour prévenir les éclosions. Si vous regardez où il y a des éclosions de maladies dans le monde, si le système de santé se désintègre ou s'il y a une catastrophe naturelle, regardez les Philippines, il y a eu énormément de cas de rougeole, par exemple, et plusieurs décès. Et c'est le genre de choses que nous devons prévenir. Protection individuelle, mais bien sûr, les protections sociétales. Deux autres questions. Un tweet. Je pense avoir un enfant dans le courant de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres vaccins que je devrais obtenir? Eh bien, comme je l'ai dit déjà, les médecins devraient demander aux patients quels vaccins ils ont eu. Tous ces vaccins sont gratuits, alors c'est vous qui payez pour quand même, alors profitez-en. Alors, si vous voulez avoir un enfant, il y a un vaccin auquel je pense tout de suite, c'est celui de la coqueluche. La coqueluche, c'est une maladie très irritante et épuisante pour vous et moi, mais pour un enfant, un jeune enfant, ça peut être une menace à sa vie. Alors, l'immunisation contre les oreillons également a augmenté et tous ceux qui seront autour d'un enfant, par exemple, devraient, en faisant vacciner l'enfant, vous pourrez protéger les gens qui seront en contact avec l'enfant. Alors, si les gens sont tous immunisés, ben, ils n'auront pas exposé le bébé. Il faut rester à jour dans sa vaccination, c'est assez certain, parce qu'on ne voudrait pas que vous ayez des symptômes de maladies dangereuses. Le premier vaccin contre la coqueluche pour un enfant est à l'âge de 2 mois. Donc, les 8 premières semaines sont une période de grande vulnérabilité parce que si les parents toussent, mais que c'est la coqueluche, ils peuvent le transmettre au bébé. Et c'est à ce moment-là que le bébé risque de mourir ou de se retrouver aux soins intensifs. Et on se dit souvent que, oh bon, ben ça ne va jamais arriver. Regardez, même à Ottawa, au cours des dernières années, on a eu plusieurs cas d'enfants qui ont dû être branchés sur des intraveineuses pendant des semaines. Et tout cela parce que... Et c'est une maladie qui est absolument... qui peut être évitée. Oui, on a vu des enfants sur les ventilateurs qui s'accrochaient à la vie à cause de cela. Et on ne voudrait pas que ça arrive, ni aux enfants, ni à leur famille. Et ensuite, l'autre vaccin, pendant la grossesse, c'est celui contre la grippe dans les 2 derniers mois de la grossesse. Et la plupart des jeunes femmes se font vacciner. Saviez-vous que la grossesse et la rougeole peuvent être dangereux pour vos enfants parce que ça peut s'attaquer au cœur de l'enfant? Et j'ai vu un enfant, moi, au Vietnam, mourir à cause de cela. Oui, et si vous me permettez de rajouter à cela, c'était le vaccin contre la varicelle. On a dit qu'il vaut mieux, et certains diront qu'il ne faut pas donner de vaccin pendant la grossesse pour ne pas causer de problèmes inconnus. Mais voyez-vous, nous avons de bonnes données probantes depuis quelques décennies qui disent que c'est parfois bien et voire même important de s'immuniser pendant la grossesse. Contre la grippe, oui, et j'irai même plus loin. Il y en a qui diront, je suis enceinte, je ne peux pas prendre de vaccin. Mais nous savons maintenant que et la mère et l'enfant sont mieux protégés si la maman a été vaccinée contre la grippe pendant la grossesse. Oui, c'est une recommandation du Conseil consultatif national sur la vaccination. Question intéressante ici. Et pourquoi est-ce que le vaccin contre le zona ne s'adresse qu'aux personnes âgées? Moi, je suis dans la vingtaine et j'ai une amie qui a eu le zona. Bon, je vais commencer. Peut-être que vous pourrez compléter. Eh bien, la réponse à cette question, c'est à cause des essais que nous avons faits, que nous avons menés.
On a étudié différentes tranches d'âge de 15 à 75 ans pour voir quelle était l'efficacité du vaccin. Et en fait, la probabilité d'avoir le zona accroît avec l'âge parce que c'est une maladie qui amène des douleurs souvent, même après que les ampoules soient disparues. Ça peut durer, la douleur peut durer parfois quelques années après la disparition du zona. Donc, c'est là où la plupart des cas se manifestent, chez les gens de plus de 65 ans. Et c'est ce qu'ils ont conclu des études faites sur le vaccin. Il est vrai que les jeunes peuvent avoir le zona, mais les probabilités sont de loin inférieures. Et avec le temps, le vaccin va s'améliorer. On va peut-être changer les recommandations pour la vaccination. On l'a vu également avec le vaccin contre la grippe. Au début, ce n'était recommandé que pour les gens qui étaient très à risque. Et maintenant, c'est recommandé pour tout le monde. J'imagine que ce sera probablement comme ça pour le zona. Et nous avons bon espoir aussi, maintenant que nous avons un vaccin contre la rougeole, eh bien, peut-être qu'avec le temps, on verra de moins en moins de zona aussi chez les jeunes qui ont obtenu le vaccin depuis 1 ou 2 décennies. En vieillissant, ils ne vont pas nécessairement développer le zona. Alors, peut-être que le vaccin contre le zona ne sera pas nécessaire à tout jamais. Il faut reconnaître aussi que quand on parle de vaccins qui sont payés par le gouvernement, il faut qu'ils présentent un bon rapport coût-rendement. Donc, parce qu'il faut quand même payer pour ces vaccins, il faut qu'on en tire des bienfaits. Alors, il y a de très bons vaccins qui ne sont pas payés. Par exemple, l'hépatite A. C'est un très bon vaccin qui est très efficace et il est important de se faire vacciner. Mais nous sommes bien protégés avec la salubrité des aliments au Canada et la qualité de l'eau. Mais il n'était pas donc rentable pour le gouvernement que d'investir là-dedans. Et même chose pour le zona. On pourrait vacciner tout le monde contre cela à 20 ans, mais cela ne préviendrait que quelques cas seulement. Alors, la recommandation, c'est qu'à 60 ans, là où le nombre de cas de la maladie augmente en flèche et l'intensité des douleurs également. Alors, chaque fois que le gouvernement décide d'offrir un vaccin, il doit penser au coût-rendement, ce qui ne veut pas dire que les personnes ne peuvent pas choisir de payer pour un vaccin. Donc, le gouvernement paiera pour le vaccin à 60 ans, mais si vous le voulez à 50 ans, rien ne vous empêche de l'avoir, sauf que vous allez devoir payer. J'ai 2 confessions ici. Moi, je me suis fait vacciner contre l'hépatite A, pas parce que je pense que je vais l'attraper, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, Dieu merci, mais si on a le vaccin, moi, je ne peux pas me permettre de ne pas travailler entre 3 et 6 mois. Alors, parfois, c'est pour cela qu'on se fait vacciner aussi. Même si ce n'est pas un programme financé par le système public, c'est quand même bien pour nous. Et il y aura des annonces qui seront faites aussi sur d'autres vaccins. Et j'aimerais passer à 2 autres questions que nous avons reçues qui se complètent l'une autre. Mon enfant a fait une mauvaise réaction à un vaccin. Et aussi, comme les adultes parfois, est-ce que l'enfant devrait continuer d'être vacciné? Passons donc au côté pédiatrie d'abord et ensuite chez les adultes. Bon, eh bien, les réactions néfastes peuvent arriver à n'importe qui. Une personne âgée peut tomber et se briser la hanche. Enfin, les effets secondaires néfastes ne sont pas nécessairement reliés au vaccin. C'est très, très rare parce que nos vaccins sont tout à fait sûrs. À savoir s'il y a une contre-indication à la vaccination à venir, eh bien, il y a très peu de contre-indications à la vaccination. Et très, très peu. Et généralement, c'est à cause de l'autre, à savoir si c'est une personne qui a des problèmes avec l'immunisation, qui ne peuvent pas recevoir de vaccin. Alors, de façon générale, je dirais qu'il vaut mieux discuter avec son médecin s'il y a une réaction négative chez l'enfant, mais c'est très, très rare d'avoir de contre-indications à la vaccination. Et maintenant, pour les adultes, eh bien, l'un des problèmes avec les adultes, surtout avec le vaccin contre la grippe, parce qu'il faut l'avoir chaque année,
Et il y a de mauvaises choses qui arrivent aux gens tout le temps. Mais plus on vieillit, plus il est probable que vous serez atteint par une maladie. Donc, il se peut qu'il y ait un effet néfaste qui vous arrive après avoir été vacciné. Et nous avons cette psychologie innée que quand quelque chose vous arrive 2 semaines après avoir été vacciné, vous dites « Ah, ça doit être à cause du vaccin ». Alors, c'est dans ces circonstances qu'il vaut la peine de parler à un médecin ou voire même à un spécialiste, parce que si vous décidez d'éviter tous les vaccins alors que la cause n'a peut-être rien à voir avec le vaccin, c'est une erreur. D'autre part, si la cause est attribuable au vaccin, eh bien, vous devez savoir pourquoi. Alors, pour éviter le même problème à l'avenir. Alors, je pense que il y a des gens qui se privent de protection chez les adultes parce qu'ils ont peur des effets secondaires et ce ne sont pas de véritables effets secondaires finalement. Et je pense que ce sera un gros problème avec les adultes. Il nous faut nous renseigner tous sur les effets secondaires des vaccins, les vrais effets secondaires et quels vaccins on ne devrait pas prendre le cas échéant. Oui, il y a plusieurs vaccins qui sont donnés aux enfants et les enfants sont de petits êtres humains qui seront exposés à plusieurs virus au cours de leur vie. Il y a toutes sortes d'épidémies, il y a toutes sortes de fièvres et qui ne sont pas causées par un vaccin. Si vous avez une infection virale une semaine plus tard et que vous avez même un problème cardiaque à cause d'une infection virale ou une fièvre, alors l'analogie que Noni utilise, c'est que les enfants, généralement, commencent à marcher entre 10 mois et 15 mois. Alors, si vous recevez un vaccin à 12 mois et que 2 semaines après, votre enfant commence à marcher, est-ce qu'on doit dire il a commencé à marcher parce qu'il a été vacciné? Alors, il n'y a pas de cause à effet, mais au fil du temps, il peut y avoir des liens. Oui, quand vous demandez aux parents, vous savez, ce qui les préoccupe le plus au sujet du vaccin, eh bien, c'est savoir si son innocuité est garantie. Alors, il nous faut rappeler aux gens à plusieurs reprises qu'il y a un docteur qui travaille en sécurité des vaccins au Canada et il a dit qu'ils sont très sûrs, aucun danger ne se pose à cause des études méticuleuses qui sont faites avant qu'un permis ne soit délivré. Alors, il y a énormément d'avantages à être vacciné. Immunisation Canada a produit un tableau sur les maladies transmissibles et dans une année d'épidémie et comparé à une année régulière. Et la protection est parfois à 100 %. Alors, c'est un gros avantage pour les enfants. Donc, quand on parle sécurité et bienfaits, les bienfaits sont énormes. Mais il faut toujours rappeler aux gens que les vaccins sont vraiment sûrs et ne posent aucun danger. Et aussi, quand on pense à vos vaccins, il faut reconnaître que les êtres humains sont programmés pour craindre les vaccins. Il n'y a aucun être humain qui analyse le risque de façon rationnelle. Moi, quand je dis vaccin à vous ou n'importe quoi qui cause un risque comme tremblement de terre, c'est une réaction normale. On devient craintif immédiatement. Et pour se faire vacciner ou pour se protéger, pour éliminer un risque, il faut pouvoir surmonter cette réaction du cerveau, du cortex dans le cerveau. Et ce n'est pas facile parce que cette réaction instinctive est très puissante. Donc, il faut reconnaître que quand on parle au vaccin, qu'on parle de vaccin, personne n'est rationnel. On est peut-être presque rationnel, on peut travailler pour être rationnel, mais on ne peut pas l'être complètement. Et c'est beaucoup plus facile d'être rationnel en pensant aux deux côtés de l'équation, les risques du vaccin et les risques de la maladie, quand on sait que c'est une réaction instinctive qui nous fait penser de cette façon. Alors, je pense qu'il faudrait
parler de cela aussi. C'est comme cela que fonctionne le cerveau humain. C'est pourquoi que les cerveaux intelligents prennent parfois de mauvaises décisions. Oui, et à l'époque où il y avait des éclosions de polio, il y avait des files d'attente pendant des milles de temps parce que les gens savaient. Ils savaient. Ils se disaient, « Hey, je pourrais être paralysé. » Mais voilà que maintenant, les gens doivent mentalement se dire, « Ah bon, qu'était-ce que la polio? » Deux petites questions encore, et j'espère qu'on en recevra encore beaucoup. Et si vous étiez allergique à un ingrédient particulier dans un vaccin? Oui, là, il faut faire bien attention quand quelqu'un pose une pareille question. Il faut savoir quel est l'ingrédient et quelle est l'allergie au juste. Alors, quand on disait, par exemple, que si vous aviez une allergie aux œufs, avec des œufs brouillés, par exemple, que vous ne devriez pas prendre de vaccin à base d'œufs, donc comme le vaccin contre la grippe. Mais nous savons tous maintenant que vous pouvez vous faire vacciner quand même, ce n'est pas un problème. Alors, la question doit être posée à votre médecin de famille ou à votre infirmière en santé publique pour savoir quelle est exactement votre réaction allergique. Si c'est une réaction cutanée seulement, ce n'est pas grand-chose. Mais si cela attaque vos poumons, par exemple, c'est différent. Ou à cause d'un des éléments qui est dans le vaccin. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais là encore, j'ai été très intéressée à lire un document qui a été publié l'année dernière. On a fait un grand sondage sur ces réactions aux États-Unis et le taux de réaction adverse est 1 sur 1 million. Donc, c'est moins de chances d'avoir une réaction adverse que de se faire frapper par la foudre. Donc, il faut faire très attention quand on donne des conseils sur les allergies. Il faut vérifier les données, vérifier le cas clinique et ensuite donner le meilleur conseil possible. Et l'information sur les ingrédients se trouve sur le site web de PIAC, l'Agence canadienne de santé publique du Canada, et dans le guide d'immunisation. Oui, très bien dit, docteur. Mais la seule contre-indication à la vaccination, c'est une réaction allergique très grave et il y en a très, très peu, comme vous l'avez bien précisé. Bien, prochaine question. J'espère que le docteur Lesault pourra répondre. Mon jeune fils a très peur des seringues et a peur de son médecin. Que dois-je faire? Bon, je ne sais pas si je peux régler le problème de la peur du médecin, mais en tout cas, pour la vaccination, il y a de très bonnes données disponibles maintenant, de bonnes informations accessibles par les médecins sur la gestion de la douleur causée par un vaccin. C'est vrai que quand on se fait piquer le bras, ça fait mal. Toutefois, il y a plein de choses qu'on peut faire pour les nouveau-nés, les enfants. D'abord, un petit timbre qui engourdit la peau. Ensuite, la distraction, quand on peut faire des bulles avec les tout-petits, on peut leur parler. Comme l'a dit Dr. Gemmell, ils peuvent regarder ailleurs. Enfin, il y a toutes sortes de bons petits trucs pour apaiser la peur des enfants. Et tout cela est disponible sur Immunisation Canada et dans le journal de l'Association médicale canadienne. Alors, tout cela est accessible à toute la population et tous les médecins dans leur bureau, les infirmières peuvent avoir accès à tout cela et afficher le tout au mur également. Et puis, comme l'a dit le Dr. Gemmell, l'immunisation, la vaccination est très, très, très importante et que de refuser l'immunisation à quelqu'un parce qu'ils ont peur, c'est la mauvaise chose à faire. Et j'ajouterai 2 points à cela. Le nouveau guide d'immunisation qui a été publié en septembre dernier couvre les tranches d'âge depuis le nouveau-né jusqu'aux adultes et on suggère encore une fois toutes sortes de moyens pour réduire la douleur lors de la vaccination. C'est important. L'Organisation mondiale de la santé a passé toute cette information en revue et maintenant, il y a des lignes directrices mondiales sur les façons de réduire la douleur dans les pays à faible, moyen et haut revenu. Ensuite, il y a bien des gens qui ne comprennent pas que ce petit garçon, s'il a vraiment peur des seringues, des aiguilles et qu'il a peur de son médecin, eh bien, quand il grandira, il est plus susceptible de mourir plus jeune et d'avoir plus de
maladie grave que s'il avait été vacciné, parce que les études démontrent que ces enfants ne font pas d'examen sanguin, ne veulent pas aller à l'urgence, ne vont pas voir le médecin quand ils sont malades. Alors, ils aboutissent finalement à ne pas se faire diagnostiquer des maladies graves et ils en meurent. Donc, c'est très important. Il faut aider les enfants qui ont peur des aiguilles. Il y en a qui sont vraiment terrifiés toutefois. Eh bien, à ce moment-là, il y a des psychologues et des spécialistes en comportement qui peuvent aider les enfants à surmonter leur peur. Et ça vaut la peine de le faire parce que nous ne voulons pas qu'ils deviennent des adultes terrifiés d'un vaccin ou d'un examen sanguin. Oui, et j'allais ajouter que un couteau mal affûté fait plus mal qu'un couteau bien affûté. Et je sais que les données que nous avons sont très exactes. Et moi, quand je me fais vacciner chaque année, vous savez, les aiguilles sont très bonnes maintenant. Je ne m'en rends à peine compte. Une question maintenant pour vous tous. Comment les fournisseurs de soins de santé peuvent-ils encourager une conversation ouverte sur la vaccination des adultes et les jeunes adultes y compris, pas seulement les adultes plus âgés? Qui veut commencer? Parce qu'on oublie trop souvent. Eh bien, pour bien des gens, c'est parce qu'ils ne voient pas leur médecin régulièrement. Bon, quand on va voir le médecin, on va voir le médecin pour une raison particulière, une raison bien spécifique. Et là, on oublie des choses. Alors, au niveau du médecin, individuellement, il faut qu'il vérifie chaque fois ou que quelqu'un dans son bureau vérifie chaque fois qu'un adulte entre. On encourage les gens à remplir les formulaires sur le site Web, justement pour qu'ils arrivent bien préparés. Mais au niveau de la politique, eh bien, il faut encourager les adultes à se faire vacciner pour assurer une meilleure immunisation. Si on payait les médecins de famille pour parler des vaccins à chaque visite, hein, on le ferait. On pourrait faire comme l'Australie a fait pour les enfants, réduire vos impôts si vous êtes vacciné. Ça fonctionne très bien. Et ça ne coûte pas cher. Alors, au niveau du médecin, comme je l'ai dit, il y a des choses qu'on peut faire. Mais au niveau du patient, là aussi, il y a des choses qu'on peut faire. Mais il faut commencer aussi entre adultes, commencer à penser au niveau de politique sur ce que l'on peut faire pour vraiment encourager les gens à faire de la prévention. Là encore, ce qui arrive souvent dans notre système médical, c'est que nous réagissons. Bon, c'est évident qu'il faut traiter les gens qui sont malades, mais ce n'est pas aussi important que la prévention. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et puis, on a fait du très bon travail au fil des décennies avec les vaccins pour les enfants. Ils ont sauvé des vies, ils ont évité des maladies. Nous croyons que les vaccins ne sont que pour les enfants. Et comme l'a dit le Dr McGeer plus tôt, il y a toute une panoplie de vaccins qui sont très bons pour les adultes. Alors, je pense qu'il incombe aux fournisseurs de soins primaires d'avoir cette conversation. La prochaine fois que vous viendrez, on parlera de votre vaccination, on verra, on comparera avec les vaccins que vous payez déjà avec vos impôts, que vous soyez bien à jour. C'est tout ce que ça prend. Et avant le début de la session, on parlait des différents cas de tétanos. Le docteur l'a dit ici que le tétanos est partout dans l'environnement. Et le tétanos a causé des décès qui auraient pu être évités avec le vaccin. Et avec les dossiers médicaux électroniques aussi, maintenant, dès que vous rentrez dans le cabinet du médecin, il pourra vérifier votre dossier et éventuellement, on pourra peut-être avoir quelque chose pour un programme électronique de vaccination qui pourrait inclure la vaccination de tout le monde qui arriverait à l'écran. Eh bien, si on utilise comment ça s'appelle, l'appli? Immunisation Canada. Eh bien, ça le fera pour vous. Vous pouvez avoir ça sur votre téléphone intelligent. Ça prend 10 ou 15 minutes à entrer tous vos vaccins et ensuite, votre téléphone vous enverra des messages quand vous serez dû pour votre prochain vaccin. Et cela
tiendra un relevé de tous les vaccins que vous avez eus. Et c'est disponible donc sur les téléphones intelligents Android et BlackBerry. Alors, c'est magnifique. Et ce que j'ajouterais également à la conversation, c'est qu'il nous faut aussi penser que si on ne peut pas faciliter la vaccination des adultes, vous savez qu'en Nouvelle-Écosse, comme dans d'autres provinces, on peut obtenir un vaccin à la pharmacie et c'est tellement plus simple d'aller à la pharmacie que de prendre rendez-vous dans une clinique médicale ou prendre rendez-vous avec votre médecin. Mais nous n'avons pas précisé cela clairement au public. On a besoin de meilleures affiches. En Nouvelle-Écosse, moi, j'ai appris il y a à peu près 6 mois du médecin hygiéniste qu'il y a à peu près 1 million de personnes en Nouvelle-Écosse, 28 millions de visites en pharmacie par année. Vous allez à la pharmacie toutes les 2 semaines à peu près. Pensez-y, on va là pour acheter notre shampoing, notre dentifrice, pour obtenir une prescription pour notre fils ou pour obtenir un petit médicament dont on a besoin. Alors, nous sommes toujours à la pharmacie, donc il faut que ce soit facile et évident pour les adultes de voir que la vaccination est offerte là. Alors, les travailleurs de la santé doivent en parler et ensuite, la communauté en parlera aussi si on voit ces messages un peu partout dans les pharmacies comme ailleurs. Prochaine question. Deux questions qui viennent d'arriver. Pourquoi faut-il avoir des injections de vaccins? Parce que ça fait mal. Et avec les nouveaux vaccins, pourquoi pas les vaccins qui se donnent sous la forme de timbres? Eh bien, on travaille là-dessus, justement. Il y a des vaccins qui ne se donnent pas nécessairement avec une aiguille. La polio, plusieurs des vaccins contre la polio dans le monde se donnent oralement. Et nous avons aussi des vaccins intranasaux pour les jeunes enfants. Alors, le problème, c'est que ces vaccins sont difficiles à développer. Donc, c'est plus facile de développer un produit qui se donne en injection. Mais quand on parle de variole, de polio, de rougeole, on ne pouvait pas attendre pour une version orale de ces vaccins quand les enfants mouraient. Alors maintenant, nous avons un petit peu plus de marge de manœuvre. On peut voir si on peut faire mieux. Mais développer des vaccins, vous savez, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Et ça prend plus de temps qu'on le voudrait, mais pour éviter les aiguilles, mais l'un des problèmes, je pense, avec les programmes de vaccination d'enfants, c'est que les gens disent, pourquoi dépenser, ça fonctionne à merveille, pourquoi dépenser de l'argent encore plus pour développer un autre vaccin? Et je pense, comme le Dr McDonald l'a dit, on arrive au point où on reconnaît certains effets néfastes de ces aiguilles chez les jeunes enfants et ce que ça donne comme adultes par la suite. Donc, mais c'est qu'il nous faut un peu plus de science. Une question maintenant qui vient d'arriver qui me ramène à la question de la pharmacie. Alors, si les pharmaciens commencent à donner des vaccins, quel vaccin puis-je obtenir à la pharmacie? Moi, je peux répondre, en tout cas, pour la Nouvelle-Écosse. Si vous avez plus de 5 ans, ils ne peuvent pas donner de vaccin avant 5 ans. Tous les vaccins qui sont sur la liste de vaccins payés par la Nouvelle-Écosse, vous pouvez tous les obtenir à la pharmacie. S'ils ne sont pas sur la liste, si c'est un vaccin contre le Zona, non, vous allez devoir payer. Et en Ontario aussi, pour les jeunes de 5 ans et plus, les pharmaciens ont le droit de vacciner. Et il paraît que ce ne sera pas bien long avant que les vaccins pour voyageurs soient donnés aussi en pharmacie. Et comme vous l'avez dit, pour monter une clinique et espérer que les gens viennent se faire vacciner contre la grippe, ce n'est pas vraiment efficace parce qu'il y a des pharmacies qui sont ouvertes jusqu'à minuit, 7 jours sur 7. Alors, c'est beaucoup plus logique d'offrir les vaccins dans ces endroits qui sont très pratiques. Alors, on espère que cela nous permettra d'accroître la couverture vaccinale. Alors, je pense qu'il faudrait voir maintenant, c'est important de rendre la chose pratique pour tout le monde qui veut se faire vacciner. Alors, nous n'avons que 5 minutes encore. Je ne sais pas si vous avez des questions urgentes. Sinon, on va faire une dernière ronde avec les panélistes pour voir s'ils aimeraient ajouter quelque chose. Dr. Gemmell, quelques derniers mots de sagesse? Eh bien, je me contenterai de répéter
que les bienfaits pour la société et pour les enfants grâce au vaccin au fil des ans sont quasiment impossibles à mesurer. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais un ami qui avait eu la polio et qui devait porter des appareils aux jambes. Et je parle de l'épidémie ici de polio qui était autour du Québec et on craignait que cela ne se répande dans l'ouest du Canada. Je me souviens de l'angoisse de mes parents parce que l'un de leurs enfants ne contracte cette maladie. Ça pouvait détruire une vie. Alors, les vaccins, comme je l'ai dit, sont précieux et je tiens à rassurer les gens quant à leur innocuité. Tout cela est contrôlé de très près et en Ontario, par exemple, c'est une exigence que l'on impose aux médecins de faire rapport des vaccins. Et donc, les avantages et l'innocuité des vaccins sont incontestables. Qui voudrait retourner au 18e siècle alors que les gens mourraient de maladies comme la typhoïde, la varicelle? Pas moi, certainement. Dr. McGeer. Eh bien, pour les adultes, il y a bien des lacunes. Et ce n'est pas seulement parce que les gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est parce qu'on vit des vies trop chargées pour penser à se faire vacciner. Alors, l'important, c'est rendez-vous sur le site Web Immunisation Canada. Remplissez le questionnaire et puis la prochaine fois que vous irez chez le médecin, vous serez à jour. Vous pourrez avoir la conversation sur les vaccins qu'il vous faut. Alors, si vous avez un téléphone intelligent, un BlackBerry, un Android, ne vous gênez pas. Moi, je passe beaucoup trop de temps dans ma vie avec des adultes qui se trouvent exposés à des maladies comme la rougeole. Ils se demandent s'ils ont eu la rougeole dans leur jeunesse. Et il y a 2 sortes de rougeole et ils ne savent plus. Bon, alors, ce qui est magnifique avec l'appli, c'est que vous pouvez entrer vos données. Une fois que c'est fait une seule fois, vous êtes... le problème est réglé pour le restant de votre vie. Et moi, souvent, quand je vois des gens d'autres pays qui n'ont pas l'accès à tous les vaccins, vous savez, ces personnes sont très impressionnées qu'on ait des vaccins contre l'influenza, contre la méningite, et ils sont tellement reconnaissants d'être ici, en ce pays, qui fait beaucoup de prévention des maladies. Il y a 10 ans encore, il y avait des cas horribles de méningite. Ils sont très, très rares maintenant. Il n'y en a plus. Et mon dernier point, Hillary Clinton, pendant l'éclosion de rougeole à Disneyland, a dit quelque chose que j'ai bien aimé. Le ciel est bleu, la terre est ronde et les vaccins fonctionnent. Ils sont efficaces. Tout le monde doit faire vacciner ses enfants. Et comme le Dr. McGeer, je dirais que nous tous, les adultes, devons être à jour dans notre vaccination. C'est tellement important. Et il faut qu'on en parle davantage parce que pour le public en général, parfois, il ne se rend pas compte que si on n'avait pas vacciné, nous aurions des milliers d'enfants qui mourraient au Canada et beaucoup plus d'adultes aussi. Donc, je ne dois pas être gênée quand je suis dans un autre pays parce que nous avons fait beaucoup de progrès. Alors, je remercie l'Agence de santé publique du Canada et Immunisation Canada d'avoir permis ce panel ce matin. Je remercie Dr. Gamel, le Dr. McGeer et le Dr. Lesault. Merci beaucoup.